La conférence, en principe, devrait durer 5 minutes, hein, pas plus. Mais bon, en ajoutant quelques éléments d'explication, ça va faire peut-être 10 minutes. Et je voulais vous donner un petit retour sur un congrès qui a eu lieu il y a maintenant à peu près un mois, hein, du 27 au 29 septembre dernier, et qui était le premier congrès des réserves de ciel étoilé de France. Alors, réserve internationale de ciel étoilé. Pourquoi internationale? Parce qu'il s'agit d'un label qui est donné par une institution internationale basée aux États-Unis qui s'appelait à l'époque le International Dark Sky Association et qui s'appelle maintenant Dark Sky International. Et cette association a été créée dans un but de créer des dynamiques de réduction de nuisances lumineuses la nuit partout dans le monde. La première réserve qui a été créée au Mont Mégantic, autour du Mont Mégantic, qui est un observatoire astronomique du Canada. Et cette réserve, qui a maintenant une vingtaine d'années, a décidé d'inclure des zones périurbaines dans la zone cœur de la réserve pour justement inciter les autorités élues et les personnes privées à participer à cet exercice qui consiste à réduire la pollution lumineuse. Toujours pas de sous-titres, je suis vraiment désolé pour nos amis espagnols, mais bon. Et donc cet exercice a assez bien fonctionné au Canada, et quelques années après, le Pic du Midi, et à l'époque c'était François Collat, a décidé de lancer une réserve de ciel étoilé autour du Pic du Midi. Et cette aventure est arrivée à son terme en 2013, donc ça fait maintenant exactement 10 ans. D'ailleurs, nous allons fêter les 10 ans de la réserve de ciel étoilé au Pic du Midi, un petit peu plus tard cette année, en décembre. Et par la suite, beaucoup de réserves se sont créées. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était une petite vidéo, mais je crois que celle-ci, est-ce qu'elle fonctionne? On va voir. Est-ce que ça marche? Ça fait quelque chose? Non, ça ne fait rien du tout. Donc je vais basculer sur... et je ne sais pas faire, donc je vais appeler mon super technicien qui va m'aider. Voilà. Le résultat de la réserve de ciel étoilé, pour nous, ça c'est un timelapse qui a été pris vers le nord du Pic du Midi. Et vous voyez que l'éclairage baisse une fois à 11h et une fois à minuit. Et on va refaire la vidéo. Je ne sais pas si elle est en boucle. On repart. Hop, et regardez bien. Et une première phase, ici, et une deuxième, ici. Et vous voyez, il y a un facteur 2 de diminution de l'éclairage public. Alors bien sûr, il reste des villes. Hein. Il reste Lannemezan, il reste Toulouse, il reste beaucoup de villes qui sont encore éclairées. Mais le simple fait d'avoir une partie des communes qui éteignent leur éclairage à 11h et à minuit, en dehors de l'économie de l'énergie, c'est vraiment un facteur qui est dû à la réserve de ciel étoilé. Et c'est vraiment ça qu'on cherchait au départ. Et on continue bien sûr à progresser et à demander aux communes d'éteindre ou de changer leur éclairage. Et c'est vraiment ça le but de la réserve. Et donc on est extrêmement heureux de voir que finalement au Pic du Midi ça fonctionne bien. Et ça fonctionne aussi ailleurs. Donc ce que je viens de vous expliquer ici en quelques mots, c'est un petit peu la frise, l'histoire des réserves étoilées. Donc vous partez de en haut à gauche et vous finissez en bas à droite, et vous avez les différentes étapes. Alors évidemment, au début du XXe siècle, ça a été une triste époque pour les pauvres astronomes, puisque la lumière a gagné un petit peu la totalité du monde, et les premières initiatives de protection du ciel ont été dans les années 60 d'abord, vraiment petite et pas très développée. La création de cette fameuse association dont je viens de vous parler, jusqu'en 2007, et puis la diffusion de ces labels de 2007 à aujourd'hui. Donc avec la première, le Mégantic, et puis aujourd'hui en France, vous avez ici l'inflation des labellisations, vous avez le nombre de réserves en kilomètres carrés entre 1993 et 2021, et vous voyez qu'il y a une forte augmentation de la sensibilisation et du nombre de kilomètres carrés que l'on protège aujourd'hui. D'où le besoin de se retrouver et de discuter.
de bonnes pratiques, de discuter de méthodes, de discuter d'efficacité. Raison pour laquelle on s'est réunis pour... pas discuter, la voix qui parle est trop faible. Ah, c'est super ça. Non, ok. Et donc, on a décidé d'assembler toutes les réserves françaises en une réunion. Alors, combien y a-t-il de réserves en France? Vous avez le programme ici. Vous avez toutes ces réserves françaises qui ont été développées donc, dans le Mercantour, dans le parc des Cévennes, autour du parc des Mille Vaches, je crois qu'il doit être quelque part ici, et la dernière, qui a été annoncée pendant le congrès, c'est la réserve la RIS du Vercors. Donc il y a maintenant 5 réserves en France, 5 réserves de ciel étoilé qui couvrent chacune entre 700 et 2000 km². Et ces réserves, ou bien elles sont dans des parcs, ou bien elles sont, comme au Pic du Midi, dans des zones périurbaines, mais elles ont eu besoin de se retrouver pour discuter des différents aspects de leur formation. Donc le but de la réunion était vraiment de discuter, de créer des occasions d'échanger sur les bonnes pratiques. Et donc le congrès s'est déroulé au Pic du Midi pendant 2 jours, et on a eu des alternances entre des plénières où on présentait chacune des réserves et des ateliers de réflexion c'était vraiment extrêmement pratique, hein. On voulait extraire des actions à la suite de ces ateliers, donc on a eu des rendus d'ateliers et des mises en place d'actions et de suivi pour chacun des thèmes. Alors le premier jour, on a eu des thèmes plutôt thématiques, qui concernaient par exemple comment gérer l'éclairage privé, comment gérer l'éclairage public, comment générer une activité touristique liée à l'activité au ciel nocturne et noir, comment sensibiliser les publics. Alors quand on parle de public, c'est le public large, hein. Ce sont à la fois les élus, mais aussi le grand public, les techniciens et tous les organismes qui ont une capacité à agir sur l'éclairage nocturne. Et puis un aspect purement scientifique sur la biodiversité, comment tester l'impact de la nuisance nocturne et de sa réduction sur la biodiversité, donc quel est l'impact réel des réserves étoilées. Et puis enfin une dernière sur comment faire fonctionner une réserve de la façon la plus efficace possible et comment s'en servir pour aller chercher les élus principalement et les acteurs du terrain. Alors, je ne vais pas passer à travers tous les ateliers, hein, c'est juste pour vous donner un exemple ici. Par exemple, pour l'éclairage public, les ateliers ont discuté des facteurs de succès, qu'est-ce qui faisait qu'une politique d'une des réserves était efficace, quels étaient les points délicats, les points sensibles, donc où il fallait être vigilant pour essayer d'améliorer un petit peu les méthodes. Et puis, toujours en dernier, aller plus loin. Comment faire pour améliorer notre efficacité dans la diminution de l'éclairage public. Et à chaque fois, on a eu des exemples de réserves qui ont, par exemple, changé l'éclairage d'un hôpital, changé l'éclairage d'une station de ski, changé l'éclairage d'un terrain de sport. Hein. Et chacune est venue avec son expérience et c'était extrêmement enrichissant de voir les différentes méthodes et l'efficacité et l'impact de ce travail sur le long terme. Un facteur très très important dans les réserves que je relève et que je vous transmets, il est fondamental que ces réserves soient pilotées à la fois par les élus, par des techniciens avec une connaissance scientifique et par les personnes qui vont installer les éclairages sur le réseau, donc les syndicats départementaux d'électricité. C'est le cas de la réserve internationale du Pic du Midi, qui est pilotée par le Parc national, par le syndicat mixte de développement touristique du Pic du Midi et par le syndicat départemental d'énergie. Et ce qui fait que quand un village veut changer son éclairage, il passe par le syndicat départemental d'énergie qui l'oblige, entre guillemets, à utiliser uniquement les éclairages qui sont aux normes de la réserve de ciel étoilé. Et ainsi, à chaque amélioration de l'éclairage dans un village,
on se trouve à avoir des lampadaires, des points lumineux qui sont totalement aux normes ULOR 0 de la réserve, et donc on diminue comme ça dans le temps. Sur une trentaine d'années, la totalité des points d'éclairage sont changés, et on a tout un département qui est aux normes pour l'éclairage public. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Le deuxième jour de l'atelier était orienté plutôt sur la mise en réseau des RIS. On s'est aperçu qu'on avait besoin de se parler souvent et donc de créer un réseau entre nous qui nous permette de rapidement faire émerger des thèmes de travaux, parfois chacune des réserves de leur côté ou en commun. Et puis aussi on a eu, avec l'augmentation du nombre de réserves, exprimé le besoin d'avoir des moyens d'observer et de juger, de mesurer l'évolution des réserves entre elles de façon indépendante. Hein, si on s'autogère, on finit par être un petit peu laxiste, un petit peu complaisant. Il est important d'avoir un organisme indépendant qui fasse cette analyse. Et le troisième point que l'on voulait discuter, c'était le statut des RIS en France. La RIS est un statut international qui n'a pas de validité légale en France et il est important que l'État reconnaisse d'un point de vue national que ces réserves existent pour qu'elles aient une pérennité juridique sur le long terme. Et donc, ces trois points ont été discutés et on en est venu aux conclusions que, effectivement, nous allions créer un réseau des RIS qui, depuis le 28 septembre, existe de facto. Nous allons créer une branche internationale française de Dark Sky International, une branche du Dark Sky en France qui va piloter l'observatoire des RIS et donc être cet intervenant indépendant qui va venir nous stimuler dans l'amélioration de nos réserves à chacun d'entre nous. Et surtout, nous allons commencer des démarches en tant que réseau auprès du ministère à la fois de l'écologie et du ministère du développement et de l'aménagement du territoire pour avoir une reconnaissance nationale du réseau français et donc entrer dans le paysage légal français. Et ça, ces trois dispositifs sont très importants. Et donc, on est parti dans cette grande aventure et on a fini en trouvant que cette première expérience de congrès était vraiment un grand succès, que l'on ferait un congrès des RIS tous les 2 ans à partir de cette année. Donc à suivre en 2025, on n'a pas encore de date et on n'a pas encore de site, mais on sait que ça va arriver. Voilà, je vous remercie, c'était juste un petit compte rendu. Des questions, des remarques, des expériences? Oui, bonjour. Je ne sais pas la totalité du contenu de ce qui est dit évidemment dans ces réunions sur comment limiter l'impact lumineux pour les observations. Mais il m'a semblé en voyant ça que c'était plutôt l'aspect quantitatif, c'est-à-dire le flux lumineux. Et qu'en est-il de l'aspect qualitatif, d'autant plus que pour certaines activités, comme par exemple la spectroscopie, apparemment les nouveaux moyens lumineux que sont les LED ne sont pas très appréciés comparativement par exemple aux lampes à sodium, où on pouvait facilement supprimer le signal. Voilà. Oui, alors on a évidemment la totalité des propriétés de la lumière émise, que ce soit la fréquence, l'amplitude, l'intensité et la durée d'exposition font partie de la nuisance. Donc elles font partie intégrante de la nuisance qu'on essaie de réduire sur l'impact sur la nuit. Hein. Donc ça fait partie effectivement des points qu'on a abordés et ça fait partie intégrante de ce qu'on essaie de réduire. Et donc ça a été évoqué bien sûr, hein, c'est partie des éléments. Les LED, la technologie LED a été développée après la création des premières RIS.
Et donc, il y a une veille très très importante technologique que doivent faire les RIS et de retour sur les fabricants et sur les élus pour définir des normes. Et définir des normes, c'est toujours compliqué parce que quand arrive une nouvelle technologie, il faut qu'elle entre dans les normes et souvent il y a une rétroaction intéressante. Par exemple, au tout début, des LED, les températures étaient très élevées, au-dessus de 4000 Kelvin. Et les RIS ont expliqué que 4000 Kelvin, c'était pas bon. Et les usagers ont commencé à exiger des températures plus basses. Et au début, les producteurs nous disaient non, c'est trop compliqué, c'est trop cher, on n'y arrivera pas. Et la pression, je dirais, économique, tout simplement, la demande économique a fait qu'ils ont commencé à travailler sur les températures plus basses et ils ont réussi à atteindre la même efficacité à 2800 qu'à 4000. Et donc, on peut descendre plus bas, 1800 Kelvin, mais pour l'instant, les technologies sont à la fois peu efficaces et plus chères, pour la même raison qu'auparavant. Donc, on pense qu'on peut réduire cette nuisance à des températures plus basses. La fréquence très large des LED sont un problème, quoi qu'il arrive, quelle que soit la température, et ça, on en est bien conscient. L'avantage des LED, c'est qu'on peut les éteindre. Et donc, on peut tout simplement couper la nuisance immédiatement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bonjour. Alors, vous parlez vous êtes saisi de la question politique pour justement peut-être généraliser cette action au niveau national. Très bien. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ça fasse un peu comme pour les différentes COP où on fait des belles promesses et finalement à la fin, il en sort que tout le monde se barre sans avoir pris aucun engagement réel, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Alors, c'est toujours un risque. Le risque de l'annonce, du facteur d'annonce et du facteur de publicité que peut générer un congrès, une conférence ou une décision nationale existe toujours. Je dirais que l'avantage des risques, c'est que c'est un processus bottom to top. C'est-à-dire qu'on existe et on progresse et on travaille sur le terrain. Et c'est ça qui est le plus important. Et ce qu'on demande, c'est la reconnaissance du travail déjà effectué sur le terrain pour avoir une protection pérenne. Donc je vois là une petite différence peut-être avec des processus qui seraient déclaratifs en haut et qui ne descendraient pas c'est pas tout à fait le même type de processus, je pense. Donc je suis moins craintif. Et de toute façon, on n'a pas de protection légale du tout aujourd'hui. Donc il nous faut vraiment quelque chose qui soit défini au niveau français. Vous savez, en France, tout se passe à Paris, donc si Paris ne connaît pas, ça disparaît au bout de quelques années. Donc il y a cet effort-là à faire de toute façon. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut vraiment s'assurer, être vigilant sur le fait que ce n'est pas un label légal français qui va nous sauver la vie, c'est vraiment le travail de fond qu'on effectue aujourd'hui. Est-ce que de l'expérience nationale des RIS, ça serait possible de sortir des guidelines, les mots anglais qui viennent, des recommandations claires et courtes pour l'ensemble, pour les bénévoles, pour par exemple la SAF, on est en train de se mobiliser. Des recommandations. Aller voir les maires, aller voir. Parce que tous les documents, j'ai fait le tour, c'est trop scientifique, trop technique, trop. Oui. Avoir par exemple établir et qu'on soit tous d'accord sur par exemple la première approche. On ne peut pas imposer, c'est pas possible. C'est tellement différent d'un village à l'autre. Tout à fait. Par exemple ici, les zones touristiques, donc il y a des impératifs, des enjeux financiers. Et si on va dans les Pyrénées, voilà, c'est différent aussi. Oui, mais c'est le propre même de l'idée d'une RIS, c'est justement d'avoir un ensemble de personnes locales compétentes qui peuvent aider les personnes. Donc ma réponse ce serait approchez-vous de la RIS la plus proche de votre région et allez discuter avec eux.
Et vous verrez qu'il y a énormément de solutions et une très grande diversité et surtout une très grande complexité. Et que certaines RIS sont pilotées par des élus qui connaissent cette complexité. Des maires, des présidents de région, qui savent très très bien que la situation est compliquée, mais qui malgré tout réussissent à faire progresser cette thématique au sein de leur département ou de leur commune. Et donc, ma réponse ce serait... alors, il y a eu un atelier spécifiquement sur la diffusion au grand public et sur comment parler de cela. Et donc, tous ces moyens sont développés au sein de chacune des RIS. La mise en réseau va permettre d'avoir un point focal où toute l'information sera disponible. Et puis vous avez des associations comme la NCPEN et comme ça qui existent déjà depuis des années, qui ont sûrement des tas de conseils à proposer. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça a été filmé, enfin, vous avez... Oui, alors les débats ont été filmés, ils sont sur YouTube et on va avoir... alors toutes les planches sont disponibles et allez les voir, il y a des exemples extraordinaires. Au Québec, ils font des choses qui sont vraiment extraordinaires. Ils font du porte-à-porte, ça marche très bien. Voilà. Bah, autre contexte, autre méthode, enfin il y a une très grande diversité de méthodes. Donc il ne faut pas se limiter en disant il n'y a que ça qui marche, c'est pas vrai. Oui, sachant que les industriels de l'éclairage ont quand même sorti une norme qui n'est pas du tout officielle et sur lesquelles s'appuient les maires. Alors, on verra beaucoup sur lesquels s'appuient les maires pour faire leur éclairage, et en fait qui est complètement à l'opposé de ce que, entre autres, la NPCM fait. Oui, oui. Mais en réalité, les industriels, contrairement à ce qu'on croit, sont très à l'écoute. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir le carton rouge du mauvais élève environnemental. Et ils ont envie de vendre leurs produits. Et plus le public sera sensibilisé, plus il sera demandeur d'éclairage respectueux, plus les industriels seront obligés de produire ce genre d'éclairage et moins il sera cher à produire et à vendre. Et à acheter. Donc contrairement au discours qu'on a eu hier, qui était un petit peu pessimiste, moi je suis extrêmement optimiste sur l'avenir de nos ciels nocturnes pour les prochaines années. Enfin bon, c'était une petite réunion à 10 par Zoom avec la SAD, donc la Société d'Astronomie de France. Et alors, il y a une sorte de base de découragement, parce que quand on a la masse de travail, mais en même temps, on ne baisse pas les bras, c'est ce que j'ai remarqué, et comment on n'arrive pas à lâcher. Et ce qu'il y a, c'est que le public, maintenant je crois que c'est à 90%, tout le monde est au courant, quoi. Ouais. Il suffit par exemple de tous se dire qu'il faudrait faire passer quelques messages auprès des clubs d'astronomie. Chaque soirée, commencer par montrer le halo lumineux de la ville. Et alors il y a des choses par exemple pas efficaces, c'est de diffuser des photos, elles sont magnifiques ces photos de paysages nocturnes avec des lumières, mais ça c'est pas le bon truc. Oui. Il y a comme ça, il faut, dans la communication, par exemple, moi, ce que j'apprécie, vous avez utilisé le mot de nuisance lumineuse, et le polluant, c'est la lumière artificielle. Voilà, je crois que tout est dit, qui ne comprend pas ça? Il y a eu des discours trop compliqués. Bon, ensuite, la NPCEN, notre expérience, et là j'en profite pour vous le dire, et de différents horizons, hein, c'était SAF. On avait beau être que 10 et on était représentant de l'ensemble de la France. Ils ont fait un boulot extraordinaire, c'est usant. Ils ont réussi à établir des lois. Alors en France, on peut avoir une loi. Si on ne fait pas sortir le décret, rien ne se passe. Donc il faudrait qu'ils continuent, voire. Je ne suis pas sûre que les prises d'application soient passées. J'entends encore les ministres qui sortent des décrets. Et je crois qu'il faudrait qu'il reste à ce niveau-là national et qu'il y ait des relais et vraiment se mobiliser. La FAF et SAF, AFA, ERIS, tous ensemble. Tout ce qui est au niveau national. Moi, j'essaie de faire passer le message au niveau de la SAF avec Didier aussi qui me soutient. Tout à fait. C'est un travail fédérateur et on va tous y mettre notre patte. Après, il y a de plus en plus de villages qui commencent
Oui. étoilé de plus en plus. Le coût de l'énergie nous a beaucoup aidé aussi. Hein. Merci Rémi, merci Je vous en beaucoup prie. de ta présence. Et de ta présence. Allez. On va essayer de mettre